plus une population est sympathique et plus ses dirigeants sont épouvantables. Et je crois que le peuple haïtien est le peuple le plus sympa du monde. Ce qui veut dire par conclusion que les politiciens haïtiens sont les pires du monde. M'a salué tout le monde qui a écouté Haïti Inter. Haïti Inter, son belle radio. Et je ne vais pas continuer en créole parce que ça fait longtemps, hélas trop longtemps que je n'ai pas parlé créole parce que ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé à Haïti. Et mon nom est Alexandre Elowski, je suis médecin et j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait médecine pour faire de l'humanitaire. Je suis parti dans des tas de pays, en Angola, en Somalie, au Kenya, faire des missions au Guatemala, en Amérique centrale. Et ma dernière mission pour Médecins sans frontières a été Haïti et ça a été un choc extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai découvert un pays que j'ai adoré. Et de là, j'ai rencontré mon épouse, on est parti en Argentine pendant 7 ans et on est rentré en France depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on a 3 enfants, un qui est né à Port-au-Prince, Yuri, qui est né à Saint-François-de-Sales, 2 qui sont nés en Argentine, c'est les 2 filles, Maya et Lara. Vous avez débarqué en Haïti dans les années 90. Alors, tout de suite, dans votre livre, j'ai vu effectivement pour vous, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Vous avez dit, je le sens bien, comme je l'ai rarement été, je ne comprends pas le créole, mais je sais que ce petit pays sera pour moi une deuxième naissance, une résurrection. Parce qu'à ce moment-là, il faut rappeler que vous avez eu déjà d'autres expériences en Afrique, et là, vous débarquez en Haïti pour être tranquille, vous avez dit. Alors ça c'était ce que m'avait dit Médecins sans frontières. C'est-à-dire qu'après des missions extrêmement difficiles à la frontière du Kenya et de la Somalie, hein, c'est les Chebam, hein, c'est la guerre là-bas, l'Angola, qui est la pire période de l'Angola en 93. Finalement, Médecins sans frontières me dit, écoute, il faut aller te reposer, il faut que tu fasses une mission un peu plus tranquille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une mission un peu plus tranquille pour Médecins sans frontières, c'est Haïti, mais c'était Haïti pendant la dictature, en 93. Et donc c'est comme ça que je découvre Haïti, et ça a été un choc effectivement, parce que quelque part, quand on part de chez soi, c'est qu'on veut trouver autre chose. On ne sait pas très bien, mais on ne se sent pas bien. À l'époque, en France, j'avais du mal, la société française est très élitiste, très rigide, et je ne m'y retrouvais pas. Et quelque part, à la seconde même, avant même d'arriver sur le sol haïtien, quand je prends l'avion jusqu'à Pointe-à-Pitre, et quand on change d'avion de Pointe-à-Pitre à Port-au-Prince, ben, tous les Haïtiens montent dans l'avion, et c'est un joyeux bordel en gros. Et là, je me suis dit, ah, je pense que j'ai trouvé le pays. Et dès le démarrage, je me suis retrouvé bien, parce que quelque part, j'étais un peu marginal, j'étais l'exception en France, avec cette volonté de dialoguer, cette volonté d'égalité, et quelque part, je me retrouvais dans un pays où justement le système de valeurs était inverse, où les gens se respectent, où les gens se parlent, où dès qu'ils vous adressent la parole, c'est pour faire des blagues, c'est pour rigoler. Donc dès le démarrage, je me suis dit, voilà, je suis sorti d'une situation où j'avais l'impression d'être la minorité, et je me retrouve dans un pays où je fais partie de la majorité, parce que j'ai le même comportement que les Haïtiens. Alors, vous avez dit aussi quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit qu'il y a un endroit mythique en Haïti, et pour vous, c'était l'église Sainte-Trinité. Oui. Pourquoi alors? Alors l'église Sainte-Trinité, c'est un choc, parce que cette belle église romane, elle a été détruite par le tremblement de terre, mais à l'époque, on rentrait dans l'église, une église romane vraiment très traditionnelle en pierre de taille, et la seule chose, c'est que tous les murs intérieurs étaient remplis de peintures naïves haïtiennes, mais essentiellement des cérémonies vaudou, des cochons qu'on égorge. Donc c'était assez paradoxal de voir cette église catholique traditionnelle avec tout ce décorum. Et puis il y avait une petite salle à côté, comme on a dans les églises, où il y avait un tableau particulier qui était la scène. La scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Et le dernier repas du Christ, en tableau naïf haïtien, où finalement les 12 apôtres étaient noirs et le 13e, le seul Judas, était blanc. Et ça c'est magnifique parce que c'est fait à la haïtienne, c'est-à-dire sans méchanceté, c'est fait d'une manière allégorique, d'une manière très complice, très, très drôle. Donc j'ai trouvé ça totalement génial. Il faut savoir une chose, que mon grand ami Patrick Villers, et d'ailleurs dans la pièce où on est, il y a beaucoup de tableaux de lui, il a récupéré, après le tremblement de terre, il a mis dans un conteneur tous les morceaux de ces fresques de l'église Sainte-Trinité, qui sont conservées, c'est-à-dire qu'Haïti les a encore, il faudra en faire quelque chose quand la situation se calmera un peu, mais ces choses-là existent encore. Alors, vous avez cette phrase qui est terrible aussi, vous dites que je découvre la misère humaine
de l'aide au développement. Comment peut-on vivre de la générosité sans en avoir le moindre échantillon sur soi? Oui, j'ai paraphrasé un peu Coluche, c'est-à-dire que j'ai été formé professionnellement par Médecins sans frontières. Ça veut dire c'est une logique de résultat. C'est-à-dire on a des indicateurs de santé, de mortalité, de morbidité dans les camps de réfugiés, et il faut faire au mieux. Il y a vraiment une logique. Le développement, quand je le découvre, c'est Haïti, et c'est une logique de moyens. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds ne sont pas dans qu'est-ce que je fais, mais combien je donne. Et c'est ça leur guide. C'est-à-dire qu'en gros, l'Union européenne, je me rappelle, ou la Banque mondiale, dit finalement, on a bien travaillé cette année parce qu'on a donné plus d'argent. L'impact de cet argent, on n'a pas l'impression que c'est une préoccupation. Et souvent, l'aide au développement, non seulement elle n'a pas d'impact, elle n'atteint pas ses objectifs, mais même parfois, elle peut être plus nocive que positive. Donc ça, je le découvre, et j'avoue que ça m'a beaucoup choqué, d'autant plus que moi, j'étais parti dans cette logique dans laquelle j'ai été formé de résultats, et c'est ce qu'on a fait dans les bidonvilles, avec Patrick Villers, avec Daniel Henris, avec Gérald Jean-Baptiste, avec Jean-Hector Anacassis. On a travaillé, et en 2-3 ans, on a mis des fontaines dans l'ensemble des bidonvilles de Port-au-Prince. Et on a créé des comités d'eau, c'est-à-dire des comités, parce qu'on a travaillé en écoutant les gens, en reposant nos stratégies sur l'intelligence collective. Et ces comités d'eau, qu'on a créés en 1994, on est 27 ans après, ils existent encore. Alors, vous avez aussi découvert le cynisme politique, parce que vous avez raconté une scène, on va dire, ahurissante, et que le gouvernement Aristide en exil a fait bloquer des médicaments pour que, le bénéfice ne revienne pas à la dictature militaire en place. Alors, j'ai une théorie, c'est que plus une population est sympathique, et plus ses dirigeants sont épouvantables. Et je crois que le peuple haïtien est le peuple le plus sympa du monde. Ce qui veut dire, par conclusion, que les politiciens haïtiens sont les pires du monde. J'ai pas été le seul à le dire, hein. Il y a une expression de l'ambassadeur, le dernier ambassadeur de Clinton, qui parle de l'élite la plus répugnante de cette planète. Effectivement, l'histoire que vous racontez à l'évêque, c'est pas des médicaments, c'est des vaccins. Il y a une épidéméningite à Ouanamint, et on est prêt, avec MSF, à vacciner les gens, et on attend, et on apprend après de la directrice de l'OMS que finalement c'est Aristide qui a bloqué, avec son ministre de l'époque, Jean-Joseph Molière, qui a bloqué les vaccins parce qu'il avait peur que la junte militaire, Raoul Cédras, etc., bénéficie politiquement de cette vaccination. Donc il préfère, et c'est vraiment ce jusqu'au-boutisme du politicien haïtien qui vraiment... bon, ils n'en ont pas l'apanage, hein, c'est pas les seuls, mais c'est vrai que c'était un drôle de choc. Moi, j'ai travaillé dans les camps de réfugiés avec les Chebabs, avec les bandes islamiques, en Angola, avec des... Mais, quelque part, je n'avais jamais rencontré un tel cynisme ou une telle stratégie de mépris de l'être humain. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, des tours d'esprit dans votre ouvrage qui m'ont fait rire. Par exemple, je note cette phrase, Hector Dupiton, j'étais pas au courant. Oui. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait du coup d'État, il a dit « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. » C'est ça qui est magique à Haïti, c'est qu'il y a ce sens de l'humour, il y a ce sens de la dérision, et Hector Dupiton n'est pas un imbécile, hein, et quand il sort au moment du coup d'État, il sort de l'Assemblée, c'est le journaliste de CNN qui l'interroge, et c'est ça qu'il faut reconnaître aux Haïtiens, c'est cette profondeur humaine et cette dimension, et avec beaucoup d'humour, c'est ça qu'il dit. Mais je crois que la plus belle phrase, une des plus belles phrases qu'il y a sur Haïti, c'est André Breton, donc le créateur du surréalisme, qui un jour invité en Haïti a une phrase magique. Il visite Haïti, il visite le morne haïtien, et il dit une phrase merveilleuse qui résume les choses. Il dit « C'est en Haïti que je me suis rendu compte que le surréalisme emboîtait le pas séculaire du paysan haïtien. » Alors là, avant... on va dire le retour d'Aristide, vous avez quitté le pays, mais revenant à Paris, et là vous avez pris une décision, on va dire qui va changer votre vie, vous décidez d'y retourner tout seul. Ça s'est passé comment et comment vous avez survécu là-bas? J'ai croisé des gens en fait, j'ai croisé des gens, j'ai été fasciné par les gens que j'ai pu rencontrer, Daniel Henris, des gens beaucoup de médecins à l'époque, parce que la mission avec Médecins sans frontières c'était essentiellement médical,
Et je me suis dit, je veux retourner là-bas, mais je veux retourner là-bas sincèrement. C'est-à-dire, je veux m'engager et je ne veux pas avoir cette espèce d'écran de fumée entre moi et la population qui est l'appartenance à une structure internationale où on a les grosses voitures, on a les budgets, on a les machins, ça fausse un peu tout. Et donc j'y suis retourné avec un billet d'avion qui était valable que 6 mois, pas beaucoup de sous, parce qu'à l'époque, c'est pas MSF qui me permettait d'accumuler les sous. Et j'ai commencé à travailler. Alors, j'ai commencé à rencontrer un type extraordinaire qui est Jean-Hector Anacassis, et donc, dont j'ai épousé la petite sœur, entre parenthèses. Et j'ai commencé comme ça. Je faisais des consultations à Solino, dans le bidonville de Solino, et je gagnais 3 francs 6 sous. Hein, il me payait souvent avec un sandwich. Sandwich jambon-fromage, un peu comme vous savez, comment... Et bon, ça a pris, mais bon, après, j'ai pas pris beaucoup de risques. Hein. C'est vrai que je suis médecin, donc j'ai des dieux. Donc, quelque part, après, les choses se sont enchaînées. Et rapidement, et avec Hector, on a rencontré, on a croisé le chemin de ce projet d'alimentation en eau potable des bidonvilles de Port-au-Prince. Et ça nous a pris 5 ans, 6 ans de pratiquement alimenter tous les bidonvilles de Port-au-Prince. Alors, et pour les créoles, alors, vous avez dû quand même, on va dire, apprendre, pas des rudiments, mais le créole, même pour pouvoir communiquer avec la population. T'es obligé par les créoles. Alors, il y a une phrase dont je me rappelle toujours, c'est que les gens des bidonvilles me disaient « Ou parler créole ton qu'on rate ». Mais c'est vrai. Après, bon, ça fait quand même 20 ans, donc t'es un temps perdre toute créole moi. Et puis je ne suis pas doué pour les langues, donc en fait je me débrouille, parce que ça c'est la médecine, quand on fait des consultations, quand on fait des choses comme ça. Je suis capable de parler créole encore, mais il faut que je m'entraîne quoi, pour que ça redevienne vraiment naturel. Quoi. Mais comment dire, le fait de faire de l'animation, le fait d'avoir toutes ces discussions avec les comités, bien évidemment ça ne pouvait être qu'en créole, et pas seulement en créole, mais basé sur les proverbes haïtiens. Et des fois même j'ai fait des gaffes terribles parce que j'étais tellement fasciné par les proverbes haïtiens, l'union fait la force, yon seul doit être pas qu'à manger qu'à la loup. Donc j'essayais toujours d'avoir des références, parce que ce qui est génial avec le créole, c'est qu'avec une petite phrase, on est capable d'exprimer très clairement des tas de choses. Puis un jour je me suis planté. Je voulais, mais pas méchamment, je voulais dire aux gens qu'au comité d'eau, un comité d'eau c'était à Delma, et je voulais leur dire qu'il fallait qu'ils soient raisonnables dans la gestion et qu'ils soient rigoureux, que c'était ça le développement. Et donc je leur ai dit, plus mes poules, pas quitter le relais. Ils étaient très vexés, ça s'est très mal passé, ils étaient très fâchés. Quoi. Vous montrez quand même, on va dire assez critique par rapport au monde du développement. Et vous dites dans votre livre, le monde de l'aide au développement me choque par son inefficacité et ses effets pervers. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Alors, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a un énorme bouquin d'une dame tanzanienne qui s'appelle L'aide fatale, qui décrit ça. C'est-à-dire que on est, encore une fois, c'est cette logique de moyens. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui font du développement sont des malhonnêtes. C'est pas ça. Mais c'est que quelque part, il n'y a pas de logique de résultat et il n'y a pas de méthode. Moi quand j'ai débarqué en Haïti, mon premier projet de développement, j'ai fait une chose toute simple de bon sens. Je me suis assis avec les gens des bidonvilles pour savoir ce qu'ils pensaient et construire avec eux les solutions. Moi, j'exprimais les contraintes. Je ne considérais pas que les gens des bidonvilles, c'était l'évangile et qu'il fallait faire exactement ce qu'ils disaient. Je considérais seulement que moi, je leur expliquais nos moyens, eux expliquaient leur réalité. Et notamment, la discussion, c'était de dire, au démarrage, le projet était conçu en disant, on va aller chercher de l'eau dans des camions, et les ONG un peu classe moyenne haïtienne vont gérer la vente d'eau dans les bidonvilles. Et les gens, ils ont dit non, nous on veut être raccordés au service public et on veut que ça soit la population qui gère. Et c'est ça qui a fait le succès de ce projet et qui a permis, c'est-à-dire d'écouter les gens. C'est du bon sens. Mais, encore une fois, c'est que l'aide au développement, elle n'est pas forcément malhonnête, mais elle n'est pas orientée vers le résultat, vers la solution. Moi, je suis quelqu'un et qui suis orienté vers une solution. Si on me donne quelque chose, ma responsabilité est de dire, vous me donnez un budget, bon, je ne vais pas me contenter de dire, ah ben j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai dépensé l'argent. Non. Il faut qu'à la fin, et c'est ce que m'a appris MSF, il faut qu'il y ait des gens guéris, il faut qu'il y ait des gens qui ont un système d'eau, il faut qu'il y ait des résultats. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats immédiats en termes de solutions, mais en plus, il faut que ça soit pérenne.
C'est-à-dire que le but du développement, c'est qu'on donne les moyens aux gens après de se débrouiller tout seuls. Non seulement il faut les consulter, mais après, il faut qu'ils se débrouillent. Et c'est ça qu'on n'a pas fait en Haïti. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Il n'y a aucun pays au monde qui est sorti de la misère grâce à l'aide publique au développement. Mais en fait, c'est parce que, est-ce que c'est pas parce que les ONG sont devenues tellement pragmatiques, dans le sens où il faut que la boutique tourne. J'imagine si MSF, par exemple, arrive en Haïti, construit des hôpitaux et que ça marche et tout ça, que ça marche, ça fonctionne, ça met à mal leur on va dire, alors, entre guillemets, leur modèle économique. Tu as raison, mais MSF n'est pas le bon exemple. Moi, j'ai eu ces discussions-là avec les ONG de développement, mais MSF, en tant qu'ONG humanitaire, n'a pas ça, parce que MSF est à 90% autonome par des noms privés. Donc elle n'est pas en train d'utiliser des fonds publics nationaux ou internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Donc, mais ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai eu des grandes discussions en disant, voilà, moi j'étais persuadé que si on solutionnait le problème de Port-au-Prince, si on arrivait à donner de l'eau à tous les quartiers, à tous les bidonvilles, avec des comités d'eau qui allaient faire des bénéfices pour continuer à faire du développement. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que vu la quantité de travail qu'il y avait à faire, c'est pas qu'on allait perdre notre travail, au contraire, tout le monde allait nous demander d'aller nous occuper de l'électricité à Port-au-Prince et surtout aussi d'aller nous occuper de l'eau dans d'autres capitales du monde. C'est deux visions différentes, deux visions stratégiques. Il y a pas seulement un problème de malhonnêteté, il y a un problème de paresse intellectuelle, il y a un problème de manque de vision, de manque de courage. Mais la deuxième partie de ta question est très juste, c'est qu'à force, cet argent déversé dans un pays sans contrôle, sans logique de résultat, à la fin a un effet totalement contraire. Et Haïti en est le parfait exemple. L'élite haïtienne, qui fournit ses terrains aux Nations Unies une décennie sur deux quand ils viennent avec des loyers extraordinaires, qui finalement capte tout cet argent international sans jamais le redistribuer à la population, n'a fait que se renforcer dans la conviction que le meilleur business pour elle, c'était de garder la misère du peuple haïtien. De garder, d'abord parce qu'en gardant le peuple haïtien misérable, elle le garde en esclavage, elle peut le contrôler, et qu'en plus, ça appelle les fonds internationaux, et qu'après, elle peut capter ces fonds. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, bien sûr. Mais c'est la logique de l'élite haïtienne, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est tellement aberrant et tellement nul. Alors après, il y a la responsabilité première de cette élite, et puis il y a la responsabilité des instances internationales qui ont mis beaucoup de temps à le dire et à l'avouer. Vous disiez que vous avez développé quand même de solides amitiés avec les gens des bidonvilles. C'est une grande fierté, c'est que moi j'étais avec ces gens et je pense qu'on avait des relations vraiment authentiques qui n'étaient pas du tout empreintes d'hypocrisie ou de calcul. Et même si effectivement ça peut paraître bizarre, le blanc, le docteur blanc, ça paraît difficile, mais moi j'ai vécu pendant 7 ans. On allait jouer au foot, je me rappelle comme mon fils aîné, on allait jouer au foot à Solino, on allait jouer au foot à Boisneuf, et vraiment c'est des amis. Et de toute façon, je les ai encore, à travers les réseaux sociaux, les choses comme ça, je parle encore à Patrick Souffrance de Cité l'Éternel, à Widelson Pierly de Barrière-Jeau. C'est pour moi des gens absolument merveilleux. Les choses dures, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu la campagne, je crois que c'était en 98, quand Aristide a voulu succéder de nouveau à Préval et qu'il a envoyé ses sbires pour armer les gens dans les bidonvilles. Et donc, il y en a qui se sont... comment dire, j'ai eu beau essayer de les prévenir, j'ai eu beau essayer d'éviter ça. Il y en a qui ont été tentés par cet argent facile, on leur donnait des armes, on leur donnait de trafic de drogue. Parce que c'est Aristide qui a inventé les gangs dans les bidonvilles. Il l'a fait pour se protéger. Et je me rappelle Fritznel Doralus, tu vois, c'est un bon copain, c'était un mec à Solino, et je le vois rentrer comme garde du corps à la Fondation, et avec Hector, Hector lui a dit en créole, il y a la mort là-dedans, arrête, quoi, tu vois, et ça n'a pas loupé, quoi. Je suis retourné, c'est après qu'on soit parti en Argentine, je suis rentré pour aller à son enterrement, quoi. Vous avez un chapitre dans votre livre qui s'appelle « La face cachée d'Haïti » et que là, on sent vraiment, on se dit vraiment, vous avez été à la fois ébloui et charmé par ce petit pays, mais quand même, il y a des choses, on va dire, je sais pas,
il y a quand même des choses qui vous laissent, on va dire, un goût amer. Vous dites par exemple, vous avez cette phrase qui dit « La première République noire restera le dernier pays à pratiquer l'esclavage ». En fait, est-ce que vous pouvez justifier ça? Alors, je ne sais pas si je peux le justifier, c'est ce que je ressens. Moi, ce qui me choque énormément, ce qui me bouleverse en Haïti, et ce que je rejette de toutes mes forces, c'est cette impunité qu'entretient cette élite pour maintenir son hégémonie. J'ai pas du tout de haine et de ressentiment par rapport au peuple haïtien. J'ai simplement du dégoût pour cette impunité organisée, pour cette impunité qui finalement est une mainmise sur une population, une mainmise sur un pays, sans aucun scrupule et sans aucun respect de la dignité humaine. Et c'est d'autant plus choquant que les Haïtiens sont des êtres tellement profonds, comme en témoigne l'art, quoi. Vous êtes entouré ici, les drapeaux, les statues de Lyoto. C'est un peuple tellement créatif, la musique, c'est tellement extraordinaire que c'est encore plus impardonnable de maintenir ce système et de contribuer seulement à ce système d'exploitation. C'est plus que de l'exploitation, c'est de torture d'une population. Mais... Ouais, vous parlez aussi de l'impunité. Vous expliquez la scène de l'assassinat de votre beau-frère, oui. et qui, il me semble, aujourd'hui encore, il y a... C'est-à-dire, oui, je peux te le raconter. Si tu préfères, à l'époque, j'ai un bon copain qui est le haut représentant des Nations Unies en Haïti, et qui est un spécialiste, un avocat spécialiste des droits de l'homme. Il est allé voir Préval. Il est allé voir Préval en lui demandant, en lui disant j'ai un ami, c'est Jean-Marie Romain, donc c'était mon beau-frère, c'est quelqu'un que j'adorais. Et il lui disait, ça serait quand même bien de trouver le coupable. Et Michel, qui était donc ce haut commissaire des Nations Unies, m'a dit qu'il a vu dans les yeux, il a vu dans la discussion avec Préval, que Préval savait, mais que Préval ne dirait jamais rien. Parce que cette impunité, c'est aussi une complicité pour pas que les criminels soient punis, pour pas que les crimes soient vengés, pour pas que soit préservé. Oui, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez des gens extraordinaires en Haïti, on va pas donner de nom pour pas les mettre en danger, mais qui sont éthiques, qui sont rigoureux, qui sont motivés, qui veulent sortir de ce système-là. Tous ces gens sont en danger de mort. Tous ces gens sont en danger de mort parce que cette élite, et cette élite qui est au pouvoir, cette élite politico-économique, c'est-à-dire à la fois les politiques qui systématiquement s'appuient ou sont contrôlés par les grandes familles haïtiennes, pour survivre, pour leur survie, tueront ces gens. C'est ça le business haïtien. Donc moi, j'aime le peuple haïtien, j'aime ce pays, mais ça, je ne le pardonne pas. Je ne le pardonne pas d'autant plus que ce peuple, tellement opprimé, il mérite autre chose.